c'est un super choix de carrière. Le loisir, c'est un bras d'opération. Malheureusement, on a encore à le valoriser, mais ceux qui ont choisi ce secteur-là, accrochez-vous. Résistez au chant des sirènes parce que rapidement, vous allez avoir l'opportunité de faire la différence. Puis la prise en responsabilité, si ça vous intéresse, peut venir aussi assez rapidement. Absolument. Donc, beau secteur de carrière. On est très contents. Ceux qui nous écoutent, qui ont envie de faire carrière là-dedans, on vous attend. Vous êtes les bienvenus. Absolument. Anne-Louise Allé, directrice générale de la Fédération québécoise du loisir en institution. Bonjour, François Chevrier, directeur général chez Événements Attractions Québec, la marque d'affaires de l'association Festival et Événements Québec. Puis, gars... C'est ça. Alors, jamais été capable de Ça, c'est la beauté d'être capable. j'adore ça. Ça veut dire improvise ta question. Oh, comment restes-tu motivé et passionné par ton travail au fil des années? Je pense que j'ai un côté assez facile. Je pense qu'en partant, j'ai toujours fait des choix de poste où c'était ça le déclencheur. Donc, c'est beaucoup par le sens du travail qu'on accomplit que la motivation vient. Puis ensuite, c'est dans la façon dont une équipe se construit. Parce qu'on aura tous, je pense, à travers le temps, des moments où ça va être de la fatigue ou des déceptions parce que certains projets n'avancent pas. Je pense que quand on réussit à avoir une équipe avec cette ouverture-là, c'est un peu cette culture-là qu'on veut bâtir, bien, les moments où tu vis un creux, bien, l'équipe peut venir te soutenir. C'est pas évident dans un poste de direction générale parce qu'on a tendance à ne pas vouloir montrer ce côté-là un peu de vulnérabilité face aux équipes, mais au sein d'un comité de direction, moi j'ai toujours dit que c'est un safe space en latin. Donc, c'est l'endroit où même le premier dirigeant peut avoir ça. Donc, ça, c'est le volet. Puis sinon, ben, moi, j'ai la chance de travailler avec des organisations, toi aussi dans ton réseau. Puis la présence terrain, c'est quelque chose qui me ressource beaucoup. C'est ce qui nous rappelle le sens puis l'impact de ce qu'on fait. Donc, c'est dans ce mix-là de proximité à l'interne, mais aussi de présence terrain pour aller contempler l'impact de ce qu'on fait, puis la raison pourquoi on est là, que la motivation reste toujours au niveau. Entièrement d'accord avec toi là-dessus. Alors, avez-vous des mentors ou des modèles dans votre carrière et comment vous ont-ils influencé? Oh, oui, j'ai un mentor. Oui, effectivement, j'en ai un. Il s'appelle Yves Beauregard. Alors, c'est lui qui m'a le plus guidée dans ma carrière. Ça a été mon professeur ici à l'université. Mais par la suite, il m'a toujours suivi. On a toujours gardé contact jusqu'à temps qu'il était encore au département. Puis c'est lui aussi qui m'a encouragée à venir faire ma maîtrise, puis à être chargée de cours avec toute la clientèle qu'on retrouve dans le réseau de la santé. Donc, ça s'étire sur plusieurs années. Oui, absolument, absolument. Donc, non, ça a été une personne vraiment très importante. T'as-tu pu jouer ce rôle-là par après, toi? Oui, je continue à le jouer parce que je trouve ça important de redonner. Puis je trouve ça valorisant aussi. Ça me permet d'aller ailleurs. Donc, entre autres, je fais partie des mentors de Femmes en loisirs du CQL. Donc, ça me permet de redonner. Génial. De questions potentielles. On n'aura pas le temps. T'en as choisi 3, donc je vais y aller avec la première, qui ressemble pas mal à celle que tu m'as posée. Si tu avais à cibler l'enjeu principal actuel qui est lié à la gestion du loisir en institution, ce serait lequel? Puis pourquoi? Puis comment il vous impacte? OK. Bien, actuellement, le plus gros enjeu qu'on a, c'est la restructuration du réseau de la santé.
avec Santé Québec. Ça vient vraiment impacter ce qu'on fait au niveau loisirs parce que ça va venir changer la façon de faire dans certains milieux. Et ça vient aussi changer au niveau de l'engagement des ressources. Donc, actuellement, tout est en arrêt parce qu'on doit arriver à l'équilibre budgétaire demandé par le ministre. Et c'est difficile parce qu'il y a des coupures, il y a des gens qui perdent leur emploi. Puis à travers ça, bien, on a encore des gens qui ont des besoins, qui ont besoin d'avoir des activités pour combler leur journée et c'est compliqué. Puis l'autre enjeu qu'on a, on a un deuxième qui est en parallèle, c'est toute la main-d'œuvre qui est difficile à trouver. Main-d'œuvre spécialisée, technicien en loisirs, technicien en éducation spécialisée. Ce qui fait qu'on a des postes, mais on ne trouve pas les personnes adéquates pour remplir ces postes. Donc, on est obligé de transformer ces postes-là au niveau syndical et les nommer moniteurs. Donc, c'est des gens qu'on engage, qui n'ont pas nécessairement la formation, qui vont l'acquérir à force de travailler, mais alors ça fait que l'offre est différente. On modifie les choses pour essayer de répondre le plus possible aux besoins de la clientèle. Puis, as-tu l'impression, parce qu'il se forme encore des techniciens et des TES, que le secteur du loisir en institution a encore besoin d'être valorisé? Ou que les gens ont besoin de découvrir, d'apprécier cette clientèle-là, alors que le réflexe est peut-être plus jeunesse au départ? Jeunesse, c'est à la cote et tout ce qui est plein air à la cote. Oui, on essaie d'essayer de valoriser notre secteur d'intervention, mais ce qu'on voit dans les médias, c'est toujours les parties moins intéressantes, moins plaisantes. Donc, ce qui fait ça ne les motive pas du tout de venir avec notre clientèle. Pourtant, c'est la plus belle clientèle. C'est celle qui réagit, qui va vous remercier de ce que vous faites pour eux, mais on a du travail encore à faire là-dessus. Puis, malheureusement, il y a peu d'élus qui viennent dans notre secteur. Des beaux défis. Oui, question. Comment les événements extérieurs devront s'adapter aux changements climatiques? Sont-ils appelés à disparaître? Oh. Grande question. Puis, je te dirais, depuis 3 ou 4 ans, difficilement évitable. Okay. Je ne dirais pas que c'est encore quelque chose de très confrontant, mais les épisodes qu'on a connus sont plus spectaculaires. Donc, ça les ramène en tête de liste. Appelé à disparaître, non. Appelé à s'adapter, oui. Je pense qu'on est dans ce contexte-là. Ça fait des années que les festivals, c'est probablement un des secteurs qui a bougé le plus vite en termes d'adaptation à un développement durable. Beaucoup d'efforts faits sur les matières résiduelles, par exemple, déjà très, très présents dans l'engagement social, l'achat local et tout ça. Donc, c'est plutôt à ce moment-là de dire, bon, mais si on fait notre juste part pour réduire l'impact, on va quand même être victime de l'impact parce que le changement est là. Épisode climatique, qu'est-ce qu'on redoute le plus? Les cellules orageuses, naturellement. Mm-hmm. De moins en moins sur l'impact sur les équipements, mais l'impact sur la gestion d'une foule. Donc, à quel moment tu es capable d'anticiper que tu ne te sauveras pas de la cellule et qu'en matière de sécurité, il faut évacuer un site? On comprend que si on est sur des 50-100 000 personnes, c'est pas simple d'éparpiller une foule. Et puis si la cellule est temporaire, de la rapatrier parce que tu ne veux pas simplement annuler. Souvent, on voit en salle de dire, on va reporter à la semaine prochaine. Mm-hmm. En extérieur, c'est montage, démontage, donc il y a beaucoup moins d'agilité. Donc, c'est des solutions qui sont souvent très technologiques, beaucoup de collaboration avec les fournisseurs, des gens de scène, le développement de plein d'éléments de drones météo permettent d'avoir beaucoup plus de précision. Et il faut penser à la diversité des sortes de festivals qui sont impactés différemment par ces aléas climatiques-là. Je pense, par exemple, à ceux qui ont des envolées de montgolfières, ceux qui ont de la pyrotechnie, donc les feux d'artifice. Donc, tous ces gens-là ont aussi à non seulement se questionner sur ce qui se passe au sol, mais ce qui se passe dans les airs aussi. Donc, c'est une nouvelle science. On voit de plus en plus de festivals, de grands festivals à avoir dans leurs équipes des météorologues, justement pour être capable de mieux anticiper ce qui va se passer. Donc, je pense qu'à certains égards, c'est quelque chose qui va continuer de se développer rapidement. La notion au cœur de ça, c'est naturellement la sécurité du festivalier. Donc, il va falloir être très attentif. Est-ce qu'on va
on chercherait à couvrir des espaces. Naturellement, on revient au contrôle des coûts qu'on mentionnait tout à l'heure. Comment on fait pour ajouter de l'infrastructure alors que ça coûte déjà très, très cher. Mais plusieurs cellules réfléchissent à ça. Je pense même à mes amis du Carnaval de Québec qui arrivent ici en février, qui ont vécu 2 années successives une vague de redoux qui a amené de la fonte d'infrastructure, puis une vague de froid extrême qui a amené la sécurité publique à demander de suspendre les activités. Donc, eux cherchent des façons d'avoir des équipements qui gardent les gens au chaud. Sont même un travail que des chaires universitaires pour essayer de comprendre avec des chercheurs comment on bâtit un palais de glace pour optimiser sa résistance. Donc, que la fonte des glaces est étudiée pour savoir si la forme du bloc qu'on utilise pourrait ralentir la fonte et garder la sécurité du palais. Donc, il se passe déjà beaucoup de choses et à mon sens, il va s'en passer de plus en plus. Je m'en allais justement te parler du carnaval parce qu'ils ont eu de la difficulté à construire cette année. Ça a pris du temps avant qu'ils commencent à construire le château. Le froid tardait. Oui, c'est ça. Puis là, j'ai été à Québec la semaine dernière pour un colloque, puis je les voyais travailler, puis ils travaillaient dans une semaine très, très froide pour finir le montage du site. Donc, c'est la variabilité qui amène le plus de casse-tête. OK.